Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le webcast de l'IMO, le rendez-vous des professionnels de l'immobilier qui veulent prendre une longueur d'avance. À chaque épisode, j'ai un nouvel invité, expert du secteur, agent, coach, innovateur ou chef d'entreprise, qui vous aidera avec son expertise à prendre les bonnes décisions. Ici, on parle de performance et de stratégie et de ce qui fait vraiment la différence sur le terrain. Avec mon invité, nous allons co-construire un document avec tous les conseils que vous pourrez lire et appliquer dès aujourd'hui. Notre invité du jour, Sébastien Tedesco. Il apporte un regard complètement nouveau sur le métier d'agent immobilier. Expert du coaching décisionnel, de la psychologie relationnelle et du leadership, il accompagne depuis des années des professionnels de l'IMO à mieux comprendre non pas les biens, mais les humains. Pour lui, l'agent n'est pas seulement un technicien du marché, c'est un copilote décisionnel et émotionnel. Il nous aide aujourd'hui à comprendre pourquoi convaincre crée de la résistance, alors que comprendre crée une alliance avec votre client. Et enfin, pourquoi le futur du métier est bien plus humain que technologique. C'est un vrai bonheur de t'avoir avec nous, Sébastien. Bienvenue dans le webcast de l'IMO. Merci. Donc, pour te donner un peu de contexte, on a fait une étude chez Le Bon Coin IMO sur la perception du métier d'agent immobilier. On va mettre en perspective, grâce à cette étude, ce que pensent les porteurs de projets et ce que pensent aussi les agents immobiliers d'un côté, pour voir s'il y a des divergences ou si finalement on est en raccord sur cette vision. Et je suis sûr qu'il y aura des divergences. Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire, parce qu'on voit que 44% des agents immobiliers ont une image neutre auprès des utilisateurs et que 24% ont une image plutôt négative. Donc d'après toi, pourquoi les vendeurs ont encore un peu cette image mitigée ? En plus, on pourrait se dire que 44% d'images neutres, c'est presque pire que l'image négative. Et en fait, c'est un des grands paradoxes de notre industrie, c'est qu'on est en fait face à des clients et des agents immobiliers qui n'ont clairement pas le même niveau d'attente ou en tout cas ne positionnent pas l'attente au même endroit. Donc c'est un grand paradoxe. C'est-à-dire que finalement, quand on analyse cette étude, on se rend compte que les clients attendent de leur agent immobilier un certain nombre de choses. Ils sont d'ailleurs assez contents de la manière dont ils sont accompagnés par les professionnels de l'immobilier, en tout cas sur les livrables. C'est-à-dire qu'ils trouvent que leur agent immobilier il est au rendez-vous de l'estimation, d'organiser des visites, de communiquer sur le bien. Et finalement, ils ont malgré tout une perception mitigée de la relation qu'ils ont avec leur professionnel de l'immobilier qui, lui, à l'inverse, ne va pas comprendre quel est le problème puisqu'il a le sentiment d'avoir répondu à l'attente de son client, en tout cas dans la chose qui doit être livrée et sur laquelle il croit qu'il est jugé, c'est-à-dire on imagine qu'on paye des honoraires justement pour que l'agent immobilier diffuse, organise des visites, etc. Alors que dans le fond, rétrospectivement, quand on demande à un client ce qu'il attend d'un professionnel de l'immobilier, on se rend compte qu'il attend tout autre chose, que l'expertise, elle est nécessaire, mais elle est insuffisante par rapport à son attente qui est bien plus relationnelle que technique. C'est ça. Et ce qu'on voit justement dans notre étude, c'est que le porteur de projet a besoin de transparence. Il veut voir un peu toutes les étapes de la transaction et il ne se focalise pas finalement sur les honoraires directement. Tu as raison, juste pour rebondir là-dessus, un des trucs qui m'a le plus fait souffrir ces 15 dernières années dans l'industrie immobilière, c'est la perception qu'avaient les professionnels de l'immobilier, que c'est parce qu'ils détenaient une information qu'ils détenaient le pouvoir. Et notamment, moi j'ai connu une époque, je suis presque un vieux de la vieille depuis 20 ans, mais j'ai connu cette époque où en fait si tu avais un projet d'achat immobilier et que tu voulais savoir ce qu'il y avait à la vente, tu n'avais pas d'autre choix que de pousser la porte d'une agence immobilière. J'ai vu arriver l'émergence des portails immobiliers, d'Internet, etc., ce qui a renversé le niveau d'information chez le client. Et beaucoup d'agents immobiliers ont eu l'impression d'avoir perdu une partie quelque part de leur pouvoir, perdant l'information, alors que la transparence, elle est hyper bénéfique dans toute industrie et c'est prouvé. Et donc en fait, c'est juste que ça repositionne la proposition de valeur de l'agent immobilier, non pas parce qu'il détient une information, mais par la manière dont il va en faire la pédagogie auprès de son client. Ouais, et c'est d'ailleurs dans les usages maintenant, on voit nous les utilisateurs veulent de plus en plus de détails. Avant, on avait tendance à avoir un peu de rétention sur les annonces, mais en fait, plus on a de détails, plus il y a de la transparence, donc ce que recherchent les porteurs de projets. Et finalement, les leads qu'on reçoit à la suite justement des demandes d'information, ils sont beaucoup plus qualifiés. Ils sont qualifiés à la condition qu'ils soient bien suivis, bien traités, qui est encore un autre sujet. Ce sujet de CRM, justement, on va suivre un peu le cycle de vie des leads, mais ça, on en parlera après. Yes. Petit point stat de notre étude, encore une fois, on voit que 29% des porteurs de projets ressentent de la pression pendant ce process, justement, et 46% voient un peu de manque de transparence des agents immobiliers. Donc, justement, tu nous parles d'un biais à ce moment-là. Le concept de bienveillance radicale, est-ce que tu peux un peu détailler ce concept qui pourra aider les agents immo ? Oui, bien sûr. En fait, c'est, encore une fois,
où est-ce que je me situe par rapport à ce dont a besoin de vivre comme expérience mon client propriétaire-vendeur. Il y a, si on positionne une matrice, et je pense qu'on l'affichera sûrement quelque part, une matrice sur laquelle on va positionner d'un côté le niveau de confiance et de proximité dans la relation que je vais créer avec mon vendeur, avec mon client en tant qu'agent immobilier, et de l'autre côté, le niveau de franchise que j'ai à son égard. Et en fait, sur cette matrice, on va pouvoir positionner différents, non pas profils d'agents immobiliers, parce que nous tous, on peut tomber dans l'une ou l'autre des catégories que je vais décrire. La première d'entre elles, j'ai créé un très haut niveau de confiance avec mon interlocuteur, mais un faible niveau de franchise, et je vais tomber dans ce que j'appelle le copinage inefficace. Okay. Donc en fait, certes, j'ai créé une super relation avec mon interlocuteur, mais une tellement bonne relation avec mon interlocuteur que je ne vais peut-être pas lui dire les vérités qui dérangent, qu'il a besoin d'entendre pour réussir à accomplir son projet. Peut-être que je ne vais pas créer suffisamment de rapports de confiance et de proximité avec mon interlocuteur et je vais en plus pas tout à fait lui dire les choses qu'il a réellement besoin d'entendre. Et là, je vais appeler ça de la manipulation hypocrite. Ouais. Donc là, c'est quand les clients parlent de manque de transparence, c'est j'ai l'impression que j'ai une information qui est tronquée ou qui est biaisée parce que l'agent dit les choses qui croit que j'ai besoin d'entendre, mais il ne me dit pas réellement la réalité. Ils le ressentent finalement. C'est une question d'alignement. Quand tu n'es pas tout à fait aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que les gens ressentent à ton contact, ça va créer une forme de dissonance. Okay. Et puis la dernière catégorie, ça va être, j'ai pas forcément créé le niveau de confiance et de proximité avec mon interlocuteur, mais là, pour le coup, je vais vraiment dire les vérités qui dérangent, et là, elles vont être perçues comme étant une forme d'agressivité contre-productive, du type, attendez, monsieur le vendeur, des maisons comme la vôtre, j'en ai vendu 2 ces 6 derniers mois dans le quartier, si je vous dis que votre maison, elle vaut 260 000 €, c'est qu'elle vaut 260 000 €. Et toutes ces catégories-là, et donc il nous reste la quatrième qui est la bienveillance radicale, donc j'ai créé un très haut niveau de confiance et de relation avec mon interlocuteur qui me permet justement de lui dire des vérités qu'il a besoin d'entendre pour accomplir son projet. Mais je ne peux le lui dire qu'à partir du moment où j'ai vraiment créé cette relation de proximité avec lui, et c'est ça qui va me permettre de faire les ajustements nécessaires entre la perception initiale qu'avait le vendeur, par exemple de la valeur de son bien, et la réalité du marché. Et je l'entends d'autant plus que j'ai l'impression d'avoir un interlocuteur à côté de moi, et pas en face de moi, qui cherche à me comprendre et pas à me convaincre. Surtout dans la conjoncture actuelle où on parle aussi de la psychologie du vendeur, il y a aussi tous les taux d'intérêt. Les personnes qui vendent leurs biens souvent ont eu un taux très bas, donc voilà, ils vont chercher un nouveau bien, ça va être un peu compliqué. Et tout ça, c'est beaucoup de pédagogie, c'est beaucoup d'accompagnement, ça prend certes un peu plus de temps, mais je trouve que chercher à convaincre à tout prix, c'est une forme de raccourci dans la relation, où on veut imposer un avis, plutôt que parce qu'on comprend et qu'on explique à son interlocuteur, on va lui permettre de s'approprier aussi la stratégie par lui-même. Et nous, on dit souvent que c'est un peu un marathon émotionnel, justement, de vendre son bien. Et c'est là que tu parles un peu de la posture de coach que l'agent immobilier doit avoir. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ? Parce que c'est vrai que c'est un conseil que tu peux donner. Le rôle de l'agent immobilier, c'est aussi d'être un coach dans tout le process. Ouais. Et si on prend finalement, c'est quoi le rôle d'un coach ou les grandes qualités d'un coach ? Et si on voulait les appliquer, en tout cas, à la relation qu'on veut créer avec un propriétaire-vendeur. Un coach, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il va poser des questions pour comprendre. D'accord ? Des questions les plus ouvertes possibles, pas des questions fermées. On n'est pas là pour interroger notre interlocuteur, mais pour vraiment chercher à comprendre comment ce projet s'inscrit dans un projet de vie plus large. Et donc, la force des coachs, c'est de savoir poser des bonnes questions pour recueillir le bon niveau d'information qui va permettre de comprendre notre interlocuteur et surtout qu'il se sente compris par son agent immobilier. Donc, la première des choses dans cette posture de coach, c'est la questionologie, c'est le talent à poser les bonnes questions pour comprendre le projet de son interlocuteur. Deuxième dimension dans ce coaching à la prise de décision, c'est dissiper le brouillard. Le projet est tellement chargé en émotions chez le propriétaire-vendeur que parfois il va être dans une espèce de brouillard et ne plus savoir où donner la tête en termes d'information. C'est là où Le Bon Coin, comme d'autres, par leurs études, par toute cette data qui est disponible, va permettre à l'agent immobilier de fournir de l'information juste, de qualité, pertinente parce qu'elle est adaptée à la période et à la géographie, parce que les vendeurs veulent un expert d'hyperproximité. Donc ils veulent que leur agent immobilier leur fournisse une information qui n'est pas une information de comment était le marché il y a 6 mois et qui n'est pas une information de comment est le marché à Strasbourg quand j'habite à Biarritz. Ouais. Donc, et c'est là où toute la data, et vous en avez beaucoup, elle permet d'être mise entre les mains d'un agent immobilier qui va les mettre entre les mains de son vendeur pour le rendre plus compétent. Tu sais, je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur le fait on croit que parce qu'on a l'information, on a le pouvoir. Et moi, je pense tout l'inverse. Cette information, il faut la donner au vendeur pour qu'il puisse se l'approprier et qu'il puisse s'approprier la stratégie qui va derrière. Et pour ça, le vendeur ou l'acheteur, il doit devenir plus compétent. D'où la recherche aussi de transparence des porteurs de projets. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un document sur les 13 étapes de la transaction immobilière.
parce qu'on s'est rendu compte que, donc c'est une stat, hein, la recherche de transparence est quasiment numéro 1, mais ils ont un peu un manque de connaissances, ces porteurs de projets, de par quoi est-ce que l'agent immobilier passe. Que ce soit le DPE, que ce soit le notaire, etc. Donc, toutes ces informations-là, elles n'ont pas lieu d'être captées par le client dans un site internet, en tapant sur Google, parce que cette information, elle doit provenir de mon agent de proximité. Qui est expert. Je te donne un exemple. Pendant le Covid, j'avais énormément d'agents qui m'appelaient en me disant « Sébastien, du coup, on ne peut plus prospecter, on ne peut plus finalement faire chercher du business, etc. » Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que les porteurs de projets allaient chercher, pendant cette période de Covid, énormément d'informations en ligne, non plus sur des biens, puisqu'ils ne pouvaient pas les visiter, mais sur des informations. Est-ce que je peux signer ma vente à distance ? Est-ce que j'ai besoin d'une attestation particulière pour déménager ? Toi, on est dans cette période quand même de confinement. Prise d'expertise un peu. Voilà, et donc les gens allaient chercher de l'information en ligne, alors que cette information, elle doit venir de ton agent immobilier de proximité. Ouais. Donc encore une fois, cette valeur d'information, elle doit provenir de l'acteur de terrain. Et donc on parle d'accompagnement. C'est vrai que quelque chose revient souvent dans l'immobilier, c'est les 4D, les meilleurs mandats comme on dit. Et du coup, j'aimerais que tu précises un peu le concept que tu as un peu créé autour de ces 4D justement. Bah, tu sais, moi, il y a 20 ans, quand j'ai démarré ce métier, comme tu l'évoques, on m'a expliqué que si un mandat ne rentrait pas dans ces fameux 4D, il ne valait même pas la peine d'être travaillé, parce que, en tant que professionnel de l'immobilier, ça avait plus de valeur d'accompagner des gens qui avaient un vrai besoin qu'un vendeur qui aurait été un vendeur opportuniste. Et ces 4D, effectivement, divorce, décès, dette, déménagement, qui est une version qui est certes très vraie, mais qui est un peu cynique quelque part des choses. C'est-à-dire, je profite d'un événement de vie pour aller générer une opportunité de business. Et ce n'est pas toujours les meilleurs moments de vie. Donc, en plus, surtout s'ils sont accompagnés, comme ils sont malheureusement souvent accompagnés. Ouais. Donc ça, c'est effectivement les 4D des bons mandats qu'on va chercher. Moi, je préfère parler des 4D pour les 4 deuils du propriétaire-vendeur. Un propriétaire-vendeur qui décide de vendre sa maison, ben oui, il va devoir passer par un certain nombre de deuils. Ouais. Le premier des deuils, des souvenirs. Je me souviens quand on a vendu notre dernier appartement avec ma femme, que je suis parti pour signer chez le notaire. Au moment de claquer la porte, l'appartement avait été vidé et le dernier truc que je vois, c'est l'endroit exact auquel on avait posé le couffin de mon fils aîné quand on était rentré de la maternité, tu vois. Et donc, mais t'as beau être un professionnel de l'immobilier, on passe tous par ces étapes-là, de dire, en même temps que je ferme la porte, je ferme peut-être, en tout cas, j'ai le sentiment de devoir me détacher d'un certain nombre de souvenirs. Ça, c'est le premier deuil. Deuxième deuil, c'est le deuil de toutes les relations interpersonnelles qu'on a nouées autour du logement. Des voisins, des commerçants, des copains à la sortie de l'école, des parents d'élèves. Là encore, quand on a vendu, je me revois dans l'ascenseur avec monsieur et madame Pecorino, nos voisins du 4e étage, en annonçant à madame Pecorino qu'on allait déménager. Et j'ai vu une larme couler sur sa joue de on a vu les enfants grandir, on va plus se voir. Donc, c'est un autre cycle. Voilà, ça aussi, c'est de nouveau toutes ces relations qu'on a créées, dont on va devoir peut-être se détacher. Troisième deuil, le deuil de toutes mes habitudes. J'ai l'habitude de passer par telle bretelle d'autoroute, prendre tel trajet pour aller au travail, telle grande surface, etc. Et on doit déconstruire toutes ces habitudes à mesure qu'on doit changer de logement. Et puis le quatrième deuil, qui est d'autant plus pertinent dans la période de marché qu'on vit actuellement, c'est un deuil financier. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui auront acheté en 2020, 2021, 2022 et qui sont contraintes de vendre en 2025, 2026, pour certaines d'entre elles, si elles se sont fortement endettées, vont peut-être devoir revendre moins cher que leur prix d'achat, voire même pour certaines moins cher que leur capital restant dû à la banque. Et ça aussi, ça s'accompagne par le professionnel de l'immobilier. Donc tu vois, ma perception, c'est ce métier, c'est accompagner des transitions de vie. Et donc dans ces transitions de vie, il y a un certain nombre de deuils qui s'accompagnent et qui doivent s'expliquer auprès du vendeur parce qu'il n'a pas lui-même toujours conscience de ses propres deuils. Ouais. Et en l'expliquant, je vais aider mon propriétaire-vendeur à vivre ce passage-là de la meilleure des manières possibles et comprendre pourquoi il peut y avoir parfois un décalage entre sa perception de la valeur de son bien et la perception réelle du marché. Ouais. Donc c'est vrai que là, on est sur... donc nous, on parlait tout à l'heure de transactions immobilières, des étapes c'est un peu cartésien ce que je disais, mais il y a aussi ce rôle de l'agent immobilier qui doit être un coach et qui doit prendre en considération toute la partie finalement émotionnelle. Les étapes opérationnelles viennent s'enchasser dans des étapes de plus larges, en tout cas, de la vie du projet immobilier du client qui démarre bien avant et qui se termine bien après. En fait. Déjà de le savoir, ça aide aussi un peu dans les verbatims, dans ce qu'on va dire aux futurs vendeurs, de ne pas trop le brusquer et de ne pas parler seulement de prix ou d'honoraires, mais plutôt de parler de souvenirs, on passe à une autre étape, on va créer de nouveaux souvenirs. Tu sais, les agents qui nous écoutent régulièrement, ils vont annoncer à un vendeur que la maison vaut, je ne sais pas, 230 000 €, le vendeur en espérait 270, et on va aller s'arc-bouter sur du factuel, quand le vendeur, lui, nous répond avec de l'émotionnel. Et donc la différence de prix entre le 230 et le 270 est beaucoup composée
justement de ces deuils. Ça porte un nom, ça s'appelle l'effet de dotation. Okay. C'est-à-dire c'est cette perception décalée qu'on a de la réalité parce qu'on a tendance aussi à s'auto-associer à la valeur du bien qu'on possède. Donc quand je suis professionnel de l'immobilier et que je te dis que ta maison vaut 230 quand tu pensais qu'elle valait 270, tu le prends pour toi parce que tu t'es quelque part auto-associé à la valeur de la maison que tu occupes depuis quelques années. Ça, et aussi les particuliers qui vont de plus en plus sur les moteurs de recherche ou sur ChatGPT et du coup qui vont un peu aller confirmer toutes ces croyances qu'ils ont du prix de leurs biens. Et ça fait partie des objections qu'on doit nous-mêmes faire sortir en tant que professionnels de l'immobilier. On sait que nos clients, ils allaient sur Google, aujourd'hui ils vont sur un outil comme ChatGPT ou d'autres, et c'est OK, ça fait partie de leur parcours pour avoir de l'information et se sentir plus à l'aise dans la relation. Donc bien évidemment, ils sont beaucoup plus sachants, les clients. Comme ils ont la perception d'être plus sachants, ils sont plus exigeants. Mais ce n'est pas un sujet, encore une fois, parce que ça décale simplement notre valeur ajoutée à la pédagogie de cette information et pas à l'information brute en tant que telle. Il faut juste s'adapter, en fait, prendre le même niveau de connaissance finalement que nos porteurs de projet. Et cette adaptation, elle passe par la compréhension que j'évoquais avant. C'est-à-dire que tant que tu ne cherches pas à réellement comprendre où se trouve ton interlocuteur, tu ne peux pas faire le chemin vers lui pour l'aider à l'accompagner au mieux si tu n'as pas fait l'effort de chercher à comprendre par quelles étapes il était passé. En tout cas, c'est hyper intéressant, tout ce côté émotionnel, ce marathon émotionnel que les agents IMO doivent prendre en considération. C'est ce qui fait que c'est le plus beau métier du monde. Tu prêches un convaincu. Avoir la chance d'opérer dans une industrie avec une telle charge émotionnelle, c'est une vraie chance et une vraie noblesse de ce métier. C'est vrai que c'est cyclique. Malgré la crise, on voit qu'on a de plus en plus de professionnels, donc c'est qu'il y a quand même des raisons. On ne vient pas ici par hasard. Non. Pour ceux qui prennent l'épisode en cours, on est sur le webcast de l'IMO et on croise ici la data Le Bon Coin IMO avec l'expertise de nos invités pour justement vous aider à prendre les meilleures décisions et à rentrer un maximum de mandats. Alors tu parles beaucoup du rôle de l'agent immobilier et on a parlé aussi de certains biais psychologiques. Et tu m'avais parlé quand on a préparé cet épisode du cycle émotionnel du changement. Et il est très frappant parce que là, tu l'appliques à l'immobilier, mais il peut être appliqué sur tous les sujets. Totalement. Donc, est-ce que tu peux un peu creuser ce C'est d'ailleurs un concept général qui s'applique à l'immobilier. Ce concept, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout être humain qui se lance dans un projet va nécessairement passer par différentes étapes dans l'accomplissement de ce projet. La première de ces étapes, c'est ce qu'on va appeler l'optimiste non informé. Je me lance dans un projet avec enthousiasme. Je ne sais pas tout à fait dans quoi je me lance, mais je suis très enthousiaste à l'idée d'accomplir ce projet. Dans le cas d'un vendeur, ça va être de dire on met notre maison à la vente, tu vas voir chérie, ça va être super sympa, on va essayer de le vendre par nous-mêmes, on va pouvoir économiser des honoraires. C'est facile sur le bon On a vu Stéphane Plaza le faire à la télé, voilà, on a vu Stéphane Plaza le faire à la télé, ça a l'air trop chouette. Et donc, je suis cet optimiste non informé au moment où je me lance dans ce projet. Et on pourra faire d'autres parallèles avec d'autres sujets dans lesquels ça s'applique très bien. Et d'ailleurs, c'est cette statistique qu'on a, on voit 70% des particuliers qui mettent leurs biens en vente, finalement vont passer par un professionnel de l'IMO. C'est ces fameuses... Justement, c'est ces différentes étapes du cycle qui vont s'opérer. C'est-à-dire qu'ils sont 70% à essayer de vendre par eux-mêmes au départ. C'est quand ils sont optimistes non informés. Ensuite, dans ce projet, on va avancer et on va devenir ce qu'on appelle pessimiste informé. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai avancé dans mon projet, j'ai maturé ce projet, je l'ai confronté à la réalité et je suis maintenant confronté à des problématiques X ou Y. Par exemple, je suis de nouveau propriétaire-vendeur, j'ai peut-être beaucoup d'appels et je ne sais pas les gérer. J'ai peut-être pas du tout d'appels et je ne sais pas ce qui se passe. J'ai des gens qui veulent venir visiter ma maison le dimanche dans le jardin. Il y a plein de choses qui se passent qui me font dire tiens, c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé au départ. Ouais. Jusque-là, ça va encore. Et puis l'étape qui vient après, c'est ce qu'on va appeler la vallée du désespoir. Et la vallée du désespoir, c'est quoi? C'est ce moment où tu te dis mais dans quelle galère est-ce que je me suis lancé? Je ne suis pas fait pour ça. On n'a pas pris le truc par le bon bout, il faut qu'on se fasse aider. Et quand on est dans la vallée du désespoir, le sujet, c'est jamais comment, c'est toujours qui. Et c'est ce moment où les fameux 70% de Français qui essayent de vendre par eux-mêmes vont finir par basculer et passer par un professionnel de l'immobilier. Et c'est là où on va retrouver 70% des transactions qui sont finalement faites par un professionnel. Parce qu'à un moment, je me rends compte que c'est un boulot, que je suis un peu seul dans ce projet-là et que j'ai besoin d'être accompagné par un pro. Mais finalement, ce parallèle, on pourrait le faire dans plein d'autres domaines. Moi, je l'applique beaucoup au meuble Ikea. Tu vois, moi, qui ne suis pas très manuel, quand j'achète un meuble Ikea, je suis hyper enthousiaste avec ma femme, super, on va monter le meuble, je suis optimiste, non informé. Puis au bout d'un moment, je commence à tourner le plan dans tous les sens et à me dire, tiens, c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Puis la vallée du désespoir, c'est quand je crois qu'il manque une pièce, parce que je vois bien que le truc, ça ne marche pas, et en fait, il manque jamais une pièce, c'est juste que j'ai sûrement loupé une étape. Et on se met à soi-même, c'est bon, il tient. Et donc là, il me faut un tutoriel, là, il me faut quelqu'un, il faut que j'appelle un pote, etc., etc. Et en fait, on le vit tous. Je suis sûr que tu l'as déjà vécu toi aussi dans d'autres domaines. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai voulu passer du 0,6 mois au 6 mois plus de la poussette. Au début, je me dis, mais je sais faire, c'est pas grave.
Et voilà, je suis fini réfractaire à regarder sur YouTube, à commencer un peu à... Donc tu as eu besoin d'aide pour finir par accomplir ton projet. Et donc encore une fois, pour reboucler avec notre sujet de fond, c'est là où il y a un vrai métier, c'est là où il y a un vrai besoin d'accompagnement. C'est parce que, encore une fois, l'attachement émotionnel au projet nécessite qu'on ait un copilote quelque part à nos côtés pour nous aider à l'accomplir. Et c'est aussi, on dira, le travail de l'agent, de savoir où se positionne notre client justement dans ce cycle, et en mettant en place une phase de découverte beaucoup plus poussée que seulement à combien est-ce que vous voulez le vendre, combien est-ce que vous voulez acheter, est-ce que vous avez d'autres projets. Donc il y a vraiment ce côté coach à... C'est ça, par quelles étapes le client est déjà passé, quel parcours il a déjà eu dans son projet, mais aussi en matière de prospection. On a des professionnels de l'immobilier qui, on le sait, relancent en moyenne 1,4 fois un prospect. Alors qu'on sait qu'il faut à minima 7 à 8 points de contact avant de pouvoir être identifié comme un professionnel du domaine. Et donc là, de nouveau, c'est je vais rentrer en contact avec un prospect potentiel, je vais être rejeté, et ça, c'est le propre de la prospection, ça arrive. Et en fait, je ne le suis pas parce que c'est moi, je ne le suis pas parce que je suis un professionnel de l'immobilier, je suis entre guillemets rejeté parce que je n'interviens pas au bon endroit dans le cycle et que je ne sais pas que mon vendeur, il est encore au stade où il pense qu'il va pouvoir se passer d'un professionnel. C'est là où tout le travail de relance et de suivi de sa prospection est important pour pouvoir à un moment donné cueillir le client quand il a réellement besoin d'un professionnel. Et c'est du coup là où tu dis souvent qu'on pardonne l'erreur, mais on ne pardonne pas l'absence. Donc là, on est totalement dans ça. Ouais, moi j'adore cette phrase, donc on pardonnera toujours plus facilement l'erreur que l'absence. C'est que là, de nouveau, et ça ressort aussi dans l'étude, les vendeurs ou les Français ont le sentiment que leur agent, il est distendu dans la relation. J'ai une anecdote là-dessus aussi. Toujours lorsqu'on a décidé de vendre notre appartement avec ma femme, on confie le mandat à un professionnel que je connais bien sur le secteur. Et au bout de 48 heures, elle me dit « Bon, alors chérie, tu as des nouvelles de l'agence ?» Je lui dis « Ça fait 48 heures que ça a été mis à la vente. Je pense qu'ils font leur boulot, ça a dû être diffusé. S'il y a des visites, on va nous appeler. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'une chose, et moi j'étais biaisé parce que je suis professionnel du domaine, on a un biais, c'est que pour ma femme, des mandats de vente, ma femme, elle n'en avait qu'un seul, et c'est le plus important de sa vie. Et donc là où le professionnel a 5, 10, 15, 20, 25 vendeurs à s'occuper en parallèle. Ouais. Et donc lui, il a l'impression, quand on lui demande est-ce que tu suis tes vendeurs ? Ah oui, moi je les suis, je les appelle régulièrement. Et quand on demande aux vendeurs, les vendeurs disent moi j'ai pas de nouvelles de mon agent immobilier. C'est bien qu'il y a là encore de nouveau un paradoxe et un décalage entre l'attente du vendeur d'une très grande proximité avec son agent immobilier et la perception qu'a l'agent immobilier de son suivi, qu'il croit faire en grande proximité, qui en réalité est souvent trop distendue. Là encore, je te prends des exemples de la vraie vie. Ton beau-frère, il décide de mettre sa maison à la vente. Il va aller, vous allez vous retrouver autour d'un barbecue en famille le week-end. Et ou toi, tu as décidé de mettre en vente. Et ton beau-frère, il va te dire, tiens, t'en es où de ton projet immobilier ? Si toi, tu n'as pas de nouvelles de ton agent immobilier depuis 10 jours, ça va commencer à te mettre une petite graine en disant, ouais, c'est vrai, maintenant que tu me poses la question, en fait, je ne sais pas trop où on en est du projet, je n'ai pas de nouvelles de mon agent. L'agent, lui, il fait son taf. Il n'a juste pas communiqué sur tout ce qu'il est en train de réaliser comme action pour toi. Il ne te l'a pas communiqué au fur et à mesure, donc il n'a pas fait le faire savoir. Et donc, il ne t'a pas équipé quelque part pour que quand ton beau-frère va te poser la question, tu puisses dire écoute, ça roule, j'ai vu que mon agent immobilier, il avait fait ci, il avait fait ça, il m'a fait un compte-rendu il y a 3 jours. En fait, encore une fois, le suivi, il a moins vertu juste du suivi pour du suivi. C'est de rassurer le vendeur sur le fait qu'il se passe des choses, avec succès ou pas. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui a pris en main mon projet et ça l'aide aussi quand en public, il va aller échanger sur son projet. Et c'est vrai qu'on nous remonte souvent que les agents IMO n'ont pas beaucoup le temps, justement parce qu'on enchaîne les visites, on démarche beaucoup. Et on aime bien donner aussi cet exemple de le porteur de projet veut de la transparence et du reporting. Maintenant, avec l'IA, avec ChatGPT, on peut très bien à chaque visite sur le chemin du retour parler en vocal en disant toutes les choses un peu qu'on a pu voir, etc. Est-ce qu'il y a eu un coup de cœur ? Est-ce que telle ou telle chose nous a plu ? Et avec un prompt évidemment bien fait, on peut lui demander en 5 minutes, fais-moi 2 mails, un mail récap vendeur, un mail récap acheteur. Et en 2 clics, en tout cas, j'exagère un peu, mais en 2 clics, on peut remplir justement cette case du reporting. Et c'est ça... Mais oui, en fait, c'est documenter la vie de ton mandat. Évidemment, l'IA va t'aider, mais sans aller jusqu'à l'IA, j'ai toujours recommandé aux professionnels de l'immobilier de créer une petite conversation WhatsApp avec chacun de leurs vendeurs. Ouais. Pour pouvoir, et WhatsApp permet une chose, c'est de l'audio, de la vidéo, du partage de documents, du texte. Donc qu'est-ce qui m'empêche de sortir de visite et de faire un petit vocal à mon vendeur pour lui tenir informé de ce qui s'est dit pendant la visite ? C'est une information
asynchrone, c'est-à-dire que mon vendeur, je n'ai pas besoin de l'embêter au téléphone, il va pouvoir consommer cette information quand il le veut, et il a juste besoin de savoir qu'il est en train de se passer des choses sur son projet. Il voit bien qu'au fur et à mesure, la conversation, elle est alimentée de tout ce qui se passe, on a le même niveau d'information. C'est ça, documenter la durée de vie de son mandat et montrer qu'on est aux côtés de son client. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, ce groupe WhatsApp. Même côté acheteur, c'est vrai qu'on le voyait avec Julie précédemment, le personal branding, c'est un vrai sujet. On a du mal un peu à se mettre en avant sans avoir un peu l'impression de faire comme ce qu'on voit sur toutes les plateformes. Sur WhatsApp, on peut envoyer des vidéos un peu personnalisées, montrer qu'on est présent et montrer son expertise locale en parlant un peu du quartier, en parlant du bien. Alors ça, à grande échelle, évidemment, dans une newsletter, je vais fournir de l'information, je vais me filmer, je vais donner cette information à l'ensemble de ma base de données. Mais à l'image du groupe WhatsApp pour mon vendeur, qu'est-ce qui m'empêche quand je suis chez lui avec le photographe professionnel de faire une petite vidéo ? Bonjour Monsieur Durand, je voulais juste vous dire, vous verrez, on a déplacé 2-3 meubles et quelques bibelots pour que ça soit vraiment nickel. Je suis avec le photographe professionnel, on est en train de faire les photos de votre bien. Dès ce soir, je les mets en ligne et je vous envoie le lien pour vous les montrer. Ça, c'est génial. Le beau-frère, on lui montre, tiens, voilà. Ça prend, voilà, ouais, mais voilà ça prend où 15 secondes, ouais. Regarde mon agent, tu vois, il me fait des petites vidéos, il m'explique où il en est, etc. Et quand on parle de perception des honoraires, de nouveau, pour reboucler à ce qu'on dit depuis le début, ben si c'est juste valoriser des visites, des pleins d'essence, des annonces sur un portail immobilier et une estimation, jamais le vendeur il va avoir l'impression que payer 10 ou 15 000 euros d'honoraires, c'est la vraie valeur. Par contre, si je fais tout le reste qu'on est en train d'évoquer depuis le début de notre échange, ben là, je me dis que ça va au-delà de simplement l'exécution de tâches. Et on parlera de technologie, je pense, tout à l'heure. Si on réduit le métier à l'exécution de tâches, alors effectivement, une technologie, demain, elle peut venir nous challenger. Ouais. Parce que ça n'est pas la vraie valeur de ce que peut apporter un professionnel. Et d'ailleurs, les mandats, enfin, en tout cas les mandats exclusifs, nous, on est fervent défenseur du mandat exclusif. Le mandat, la deuxième façon d'en avoir, c'est aussi la recommandation. Donc ça, tout ce travail un peu humain, un peu relationnel, ça va enrichir la recommandation, ça va enrichir le bouche à oreille, la perception, encore une fois, de la qualité de notre travail et le fait de dire, attends, il faut absolument que tu bosses avec cet agent immobilier, il n'est pas comme les autres. Et du coup, l'enchaînement est très bien parce qu'on parle beaucoup d'automatisation, d'IA, de nouvelles technologies. Mais nous, au contraire, on a beaucoup parlé d'émotionnel. Donc pour toi, en parlant de technologie, quel est l'avenir un peu de ce métier et quel est le rôle de l'agent immobilier de demain ? Ok, plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est que, comme dans toute polarité, elle aura besoin de sa polarité inverse. Donc on est en train de vivre une accélération technologique exponentielle d'un côté, c'est vrai, avec l'intelligence artificielle notamment. Et elle ne pourra exister que si elle aura, ou en tout cas avoir du sens, que si elle a son pendant en polarité humaine. Donc j'invite les professionnels de l'immobilier à ne pas tomber dans la facilité du tout technologique, parce que, encore une fois, on aura besoin de l'ensemble du spectre et d'aller aussi sur un encore plus d'humain en face du encore plus de technologie. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est, on sait que, et la statistique, elle est à peu près la même en France, aux États-Unis, tu as à peu près 70% des transactions qui sont réalisées par 18% des professionnels de l'immobilier. En France, on est à peu près sur les mêmes proportions. Ça veut dire qu'on a peu d'agents qui captent énormément de transactions, et ça, quelles que soient les périodes de marché, quelles que soient les crises, et quelles que soient les prétendues disruptions technologiques. Donc, qu'est-ce qui fait que certains agents traversent les âges quand d'autres sont en difficulté? Et c'est ce que j'appelle l'agent immortel, quelque part. Et l'agent immortel, il va être au carrefour de 3 dimensions. Et une de ces dimensions, c'est la technologie, c'est vrai. C'est embrasser l'innovation, s'adapter, mais une innovation que j'appelle une innovation lucide. C'est de surtout pas tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Moi, je le vois chez beaucoup de professionnels. On va geeker, on va se créer sa petite stack d'outils, on va développer plein de trucs, etc. Alors que, notamment quand on parle d'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle, elle est de toute façon embarquée dans les solutions qu'on utilise au quotidien depuis toujours. Elle n'a pas de sens pour ce qu'elle est, mais pour les gains de productivité qu'elle va nous permettre de faire et qui vont nous permettre de passer plus de temps de qualité avec nos clients. C'est là où j'en viens. Première dimension, une innovation, oui, mais lucide. Deuxième dimension, de la maîtrise des fondamentaux métiers. Il y a 10, 12 grands fondamentaux dans le métier d'agent immobilier qu'il faut savoir maîtriser, quoi qu'il arrive. Connaître son marché, maîtriser sa data, savoir vendre un mandat exclusif, etc. Tous ces fondamentaux, il faut les maîtriser. C'est la deuxième des choses. Formation. Et c'est indispensable. De la formation, de la pratique, de l'entraînement, du coaching. Et la dernière des dimensions, c'est l'humain qu'on évoquait tout à l'heure, dans le sens, tout ce qu'on s'est dit autour de l'intelligence émotionnelle et relationnelle, la maîtrise des biais cognitifs de nos clients, et l'humain dans le sens aussi, comment est-ce que je prends soin de moi en tant qu'entrepreneur. Ce qu'il y a aussi, c'est une dimension qui est très importante, c'est qui je suis en tant que professionnel de l'immobilier, comment je prends soin de moi pour pouvoir mieux m'occuper de mes clients. Et quand je suis au carrefour de cette innovation lucide,
la maîtrise de ses fondamentaux métiers et de cet humain, là, je suis un agent qui peut traverser les crises. S'il me manque une de ces trois dimensions, ben, je vais tomber dans, alors j'ai écrit, on pourra le partager, des archétypes. On partagera justement tous tes conseils dans le document. Il y a trois grands archétypes, si jamais je ne coche pas ces trois cases-là, qui sont des agents qui vont être en difficulté s'il leur manque une de ces trois dimensions que je viens d'évoquer là. Okay. Donc technologie à 1000%, pour les gains de productivité qu'elle permet, à condition qu'elle permette de passer plus de temps de qualité avec les clients. Ok, donc agent immobilier augmenté par la technologie, totalement, mais l'émotionnel au centre du métier. Et ça serait malvenu de ma part de dire le contraire. Dans mes activités d'accompagnement, de coaching, etc., toutes mes sessions de coaching sont enregistrées. Elles passent toutes par le filtre de l'IA après mon échange avec mon interlocuteur. Elles me permettent d'avoir une base documentaire de tout ce qu'on a pu se dire, de l'interroger régulièrement, de me faire challenger sur l'IA, sur ma pratique du coaching. Donc encore une fois, ça te permet d'être meilleur, mais ça ne va jamais remplacer la qualité de l'échange que je vais avoir avec toi. Très clair. Bah, super intéressant en tout cas, ça fait du bien d'entendre parler d'humain à l'ère de l'IA, du tout IA. Et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un conseil ou un cas d'usage que tu n'as jamais dit avant aujourd'hui? Ouais, on l'a un peu effleuré dans nos échanges. Et je prêche pour le coup pas pour ma paroisse parce qu'il y en a d'autres très très bons, mais être coaché a changé ma vie. Okay. Voilà. Depuis, je pense que ma rencontre avec mon premier coach, ça a à peu près 10 ans. C'est quand j'ai quitté notamment le réseau dans lequel je travaillais que j'ai décidé d'entreprendre, alors même qu'un mois avant, j'aurais jamais cru entreprendre de ma vie. Donc sans cet accompagnement-là, jamais j'aurais pu prendre conscience que j'aspirais quelque part à créer des choses par moi-même, à impacter à plus grande échelle, etc. Donc j'invite vraiment tout le monde à se faire accompagner, à se faire coacher pour savoir comment je fonctionne moi, parce qu'il ne peut pas y avoir tout ce qu'on s'est dit avant sur la qualité de la relation avec un interlocuteur si je ne comprends pas comment est-ce que je fonctionne moi. Donc en fait, vraiment, je le dis, on dit que coacher, c'est redonner le pouvoir d'agir et très souvent on est bloqué, on est paralysé quand il s'agit de prendre des grandes décisions, on a peur de se tromper, on se sent parfois désarmé dans certaines situations. Et être accompagné par un espèce de sparring partner qui va, par effet miroir, quelque part, nous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, moi, ça a changé ma vie et je sais que ça peut changer la vie de beaucoup des personnes qui nous écoutent. Et c'est pour ça que tu es devenu coach finalement. Enfin, qu'une partie de ton activité se tourne vers le coaching. Mais en fait, le coach est toujours coaché. Donc ça, c'est vraiment un préalable qui est fondamental dans le monde du coaching. Et c'est pour ça que j'embrasse plutôt le coaching aujourd'hui que mes activités précédentes de formation. La formation, c'est indispensable pour partager des compétences, des connaissances. Mais qu'est-ce qui fait que je vais passer à l'action et que je vais grandir? C'est le fait d'être effectivement coaché et accompagné. C'est pour ça que je prends aussi grand plaisir à accompagner des individus et des structures. C'est vrai que c'est beaucoup plus personnalisé finalement. On parle de mettre l'humain au centre. Un coaché va pouvoir un peu dire ce qu'il ressent, mieux se connaître à travers cette relation humaine. C'est moins sexy pour les amateurs de scalabilité parce qu'effectivement, on préférait que tout puisse se passer via une plateforme e-learning. L'e-learning, c'est génial, mais ça ne permettra jamais d'avoir un très haut niveau de transformation chez les personnes. Merci beaucoup Sébastien pour tous ces précieux conseils. On va tout mettre du coup dans ce document exclusif qu'on construira ensemble à la fin de ce webcast. Et toutes les questions que vous avez pu voir durant cet épisode viennent du Cercle de l'Immo, donc c'est notre communauté de professionnels de l'immobilier. Et n'hésitez pas à le rejoindre, vous aurez un lien juste à la fin pour pouvoir voir toutes nos études et y participer. À bientôt. À bientôt, Julien.